le rap, on le sait, c'est quand même une sacrée maladie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est piqué, c'est très dur. C'est Nubi qui m'a dit ça aussi. Mais tout le monde, en fait. Il y a un truc vraiment qui est... Et je veux pas parler à leur place, et je ne parle pas à leur place, mais j'ai du mal à croire qu'ils détestent viscéralement le rap, en fait. Donc, comment t'arrives à maîtriser cette passion, ce démon aussi qui peut en être un, parce que ça rend fou parfois. Le rap, c'est aussi c'est une passion, donc c'est quelque chose qui te fait vraiment passer par monts et par vaux, comme toutes les relations passionnelles. Et je comprends, moi, quand quelqu'un dit je pars et qu'il revient. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de moments où t'en as marre. Et tu dis, j'en ai marre, c'est bon, je me casse. Et sauf que 3 jours après, t'es en mode, putain, qu'est-ce que j'ai fait et donc, je comprends, tu vois. Mais eux, ils sont vraiment partis. Salut tout le monde! Et surtout aux champions du monde des clubs. Car oui, cet épisode est enregistré juste après la victoire du PSG contre le Real. On est en finale contre Chelsea. Peut-être qu'on s'avance, mais j'ai envie de faire comme si on était champion du monde. Ça vous va ? Très bien. Bon, allons-y avec cette mentale. C'est le Code Review, épisode 60 comme l'Oise, département d'où je suis originaire. Eh oui. Ouais. Voilà, donc ça permet de boucler une boucle. Exactement. En cette fin de saison. Je suis évidemment avec le duo plus iconique que le duo ketchup-mayo. C'est l'impératrice du carrousel Instagram, celle qui te fait passer de 300 streams au disque de platine, Sandra Alchimiste Gomez. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon. Et celui qui vient du département des Yvelines uniquement parce que c'est un anagramme du mot vinyle, Monseigneur Dacruz. C'est tout à fait vrai. Et très déçu qu'on n'ait pas été jusqu'à 69 et 78, mais bon, c'est ainsi. Pourquoi 69 ? Lyon. C'est Lyon ? C'est pas ça. Ah non, 59 c'est le Nord. Pardon. C'était l'épisode d'avant, du coup. C'est la fin de saison. C'est ça, vivement les vacances là. C'est pas ce qui m'a pris. Alors justement, pour finir la saison en beauté, on a demandé aux gens qui nous suivent de nous poser des questions. Sur Instagram, et donc on a sélectionné celles qui nous paraissaient les plus pertinentes, et on va en parler à la cool. Aujourd'hui, il y aura du débat, des questions un peu plus personnelles, coulisses, et la première question. Elle est posée par Gaspard Guibert, SO à lui. Il pose la question fatidique. Il pose la question. La question sur toutes Il a les posé bouches. la question. Et on va adresser l'éléphant au milieu de la pièce. Elephant in the Room. C'est un album de Fat Joe. Tu vois, c'est jusqu'au bout. Bah oui. Le triangle des Bermudes. C'était nous les premiers. C'est ça. Chargé. Est-ce que c'est le dernier épisode de la saison ou est-ce que c'est le dernier épisode tout court du Code Review ? Exactement. Répondons. Répondons. Le cœur lourd. Répondons le cœur lourd. Oui, non, c'est le dernier épisode du Code Review tout court. Voilà. Voilà. On a répondu. C'est autre chose. Non, mais voilà, mais on peut en parler un petit peu, mais parce que c'est notamment, ça vient aussi, de moi qui va faire d'autres choses à la rentrée, même si il est tout à fait probable peut-être qu'on continuera à travailler ici, à faire des choses avec Apple Music, mais en tout cas, le Code Review tel qu'il existe aujourd'hui, ça s'arrête, c'est le dernier épisode, ainsi que le code d'ailleurs, tel que ça existe aujourd'hui. Peut-être que la marque existera encore, peut-être que d'autres gens, je sais pas en fait, j'ai pas envie de m'avancer, mais moi ce qui est sûr c'est que je ferai autre chose à la rentrée, qui me prendra beaucoup de temps. Donc l'émission telle qu'elle existe aujourd'hui s'arrête. Après 3 saisons. Après 3 saisons. Voilà. 3 belles saisons. Pour moi, une trilogie aussi bien menée que La vie augmente. Voilà. Je le dirais comme ça. Ouais. Et c'était un plaisir en tout cas d'être avec vous pendant ces 3 pareillement, franchement, on a kiffé quoi, c'était cool. Et je sais aussi, moi j'ai eu quand même beaucoup de retours de gens qui... Il y a des gens qui par exemple ne regardent pas trop le code, mais regardent le Code Review, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça, et je pense que c'est devenu un rendez-vous, parce que c'est aussi t'es moins dépendant des invités sur une interview, si t'aimes pas l'artiste, ou si, voilà, des fois tu peux décrocher. Et c'est vrai que j'ai senti aussi que c'était, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, en tout cas, devenu un rendez-vous. Et mine de rien, on pourra en parler, mais il n'y a pas, sans dire que c'est mieux, c'est pas ça, mais il n'y a pas tant d'espace où des gens discutent régulièrement de rap. Il y a d'autres émissions de débat, mais parfois aussi, ces autres émissions n'ont pas forcément, tu sais, le temps ou les moyens d'être là toutes les semaines. Nous, on a cette chance-là aussi. On avait un studio avec des équipes techniques qui travaillaient avec nous, qui nous permettaient dans les temps de sortir un épisode toutes les 2 semaines. Donc c'est quand même aussi une chance et un privilège qu'on a, du coup, de pouvoir donner un contenu régulier. Puis à l'échelle d'une personnalité qui est très suivie, justement toi, et puis aussi d'avoir une marque aussi identifiée. Je pense que dans des gros médias aujourd'hui, chez nos confrères et consoeurs, il n'y a pas cet espace-là si vous êtes, de discussion critique. Si vous êtes déçu et en manque, vous pouvez aller sur la chaîne Apple Music allemande. Il y a l'équivalent du Code Review allemand qui maintenant. vient de se lancer, qui s'appelle Zeitgeist. Tu dis vachement bien. Mais j'ai fait allemand en LV1 à la base. Ça veut dire quoi du coup ?
C'est le momentum, non, Zeitgeist? Je crois, je suis même pas sûr en fait. Parce que c'est t'aurais pu dire n'importe quoi. C'est genre l'air du temps, on me dit. L'air du temps, ok. Mais c'est un mot qui est utilisé aussi même en français, des fois, le Zeitgeist. Et c'est sur la chaîne YouTube d'Ariane Nejati, qui est mon homologue allemand. C'est un peu mon correspondant. Ouais. Que j'aime beaucoup par ailleurs. Et on avait passé du temps à New York avec lui et Camilo James, un journaliste qu'on aime beaucoup, photographe, qui est aussi un des autres sosies de Raphaël Dacour. Et donc d'SCH, et donc de Souffrance. Voilà. Et il y a un truc comme ça, un monde où vous êtes tous les quatre. Faut les mettre dans une même pièce en fait. Il faut faire le même Spider-Man. Tous ensemble, tu vois, le multiverse, le Spider-Verse. Et voilà, c'est vrai et d'ailleurs ça marche très bien. Le premier épisode a très bien marché. Voilà, il faut apprendre allemand par contre. Oui, voilà. Force à eux, bonne continuation. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de dire que oui, ça se finit. Je pense, ça aurait pu durer, mais parfois c'est bien aussi de conclure au moment où voilà, on se sent bien. On a tous plein de choses à faire. Voilà, il y aura si il y a peut-être des gens qui ont, je pense pas, mais qui ont découvert Sandra ou Raph avec cet épisode-là, avec cette émission. Ce dont je doute, parce que vous y avez déjà fait des choses avant, mais si c'est le cas, vous allez les découvrir, enfin les suivre en tout cas ailleurs. Sandra notamment Processus qui continue, plein de choses avec Combini. Raph, t'as toujours plein de projets aussi. Donc voilà, tout ça continue à la rentrée, notamment le documentaire sur le rap de Montreuil que tu réalises à la rentrée. Totalement. Voilà. C'est faux, les gens vont nous dire. Oui, les gens vont demander là. Passons à d'autres questions du coup. Et une question de Tranquille Fils, qui d'ailleurs est une question assez intéressante sur même le fonctionnement de l'émission et du coup de ces émissions. Avez-vous des commandes des labels pour parler d'un projet ou bien êtes-vous libre sur l'édito? Et c'est vrai que ça, moi j'ai eu beaucoup parfois de suspicions ou même de fantasmes sur des choses, et depuis toujours, que ce soit même à l'époque de l'ABCDR du son jusqu'à aujourd'hui, même parfois j'ai des messages d'artistes, souvent de petits artistes ou de managers d'artistes qui connaissent pas trop le milieu et qui me disent bon, c'est combien pour passer dans l'émission, c'est combien pour être playlisté, parce que malheureusement c'est des pratiques qui existent chez des personnes plus scrupuleuses aussi dans notre milieu. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais alors, bon on n'a jamais pris de l'argent. Non. À notre grande dame. J'aurais adoré un chèque de Jungle Jack, moi, ou d'Hologramlo pour toute la promo qu'on fait. Mais non, sachez que cette promo est gratuite. On est payé, nous, on a la chance d'être payé pour notre travail. Là aussi, c'est une chance. C'est des journalistes musicaux, culturels aujourd'hui qui, voilà, c'est dur, c'est une réalité. Et nous, on a cette chance-là quand même de pouvoir en vivre. Mais donc, c'est là qu'on a notre argent. C'est pas, on va pas prendre l'argent dans la poche des artistes ou des labels. Par contre, est-ce que des labels nous contactent parfois pour nous dire, ou des attachés de presse pour nous dire il y a ça qui sort, on aimerait bien que vous en parliez, on vous envoie le projet? Ça, oui, c'est leur travail et c'est le nôtre d'être en contact avec eux et de décider ou non. Et parfois, il y a des... je peux le dire, l'attaché de presse de Jungle Jack, quand il m'a envoyé le projet avec Hologramlo, bon, c'est vrai que ça a changé le programme du Code Review parce que je voulais envoyer, on a trouvé le projet mortel. Et mais il n'y a pas de deal, quoi. C'est juste, voilà. Non, on choisit les sujets en fonction de ce qui va sortir, ce qui va faire l'actualité, parce qu'on pense quand même au public et à ce qui va les intéresser le plus. Et après, c'est à l'affinité aussi. Ici, il y a des projets, parfois, on a décidé de parler de trucs et on se dit, finalement, on n'a pas grand-chose à raconter dessus, on n'en pense pas grand-chose, on est plus passionné par un autre sujet. On va choisir le sujet qui nous fait le plus parler, s'il y a un intérêt en plus. Exactement. Et ça fonctionnait pareil aussi avec les invités qu'on a pu recevoir dans le Code Review d'ailleurs. Tout à fait. Qui sont des auteurs, des réalisateurs, ce genre de choses. En fait, c'est parce qu'on trouvait ça intéressant d'en parler avec eux. Puisque tu reçois plutôt des artistes ou des, en tout cas des musiciens de manière générale dans le Code, c'était aussi l'occasion de prendre des chemins de traverse et des sujets un peu transversaux justement en discutant avec eux sur leur actualité, que ce soit un bouquin, un documentaire, genre de choses, ou une fois Jocelyn Perrotin pour parler de programmation sur France Inter par exemple, et de développer sur d'autres sujets aussi, quoi. Exactement. Une fois, on aurait pu, et ça avait été une demande même d'Oxmo, Oxmo voulait faire le Code Review. Pour la dernière interview que moi j'ai faite avec lui, et finalement en parlant ensemble, on s'est dit que c'était peut-être... Enfin, évidemment qu'on adore parler avec Oxmo, mais ça aurait été quand même un cas de promo, et finalement ça aurait peut-être pu ressembler au Code, mais avec vous. Donc du coup, on lui a proposé de plutôt faire un Code, ce qui semblait plus judicieux. Mais d'ailleurs, on peut aussi en parler, c'est que je crois qu'il y a une question sur est-ce que on a des retours des artistes, et on a quand même pas mal de retours d'artistes qui... soit aiment bien, soit aiment pas. Globalement, on a la chance que ce soit assez positif. Quand ils aiment pas, je pense qu'ils nous le disent pas. En tout cas, ils écoutent, ils regardent, et ça, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup d'artistes, que ce soit des rappeurs, des beatmakers, ou tout ce milieu-là, consomment beaucoup le Code Review. Donc ça, c'est quand même... ça fait plaisir d'être entendu aussi, et d'avoir... on sait qu'on a du poids et une certaine légitimité aussi auprès d'eux.
sans forcément d'attente non plus, parce que c'est pas forcément des gens avec qui on discute, mais ils vont entendre une phrase une fois dans une émission et ils vont envoyer un message pour dire merci pour ce truc-là, ou réagir à des choses qu'on a pu dire, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Pareil, je sais pas parce que si ces questions ont été gardées, mais j'ai vu des questions dans la longue liste qu'on nous a envoyée de gens qui nous disaient comment Sandra arrive à dénicher des jeunes. Mais c'est vrai j'ai pas de vie, je sors pas de chez moi. Mais tu pourrais nous dire comment tu trouves. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. On a souvent, pas que, mais aussi des retours de jeunes artistes qui n'ont pas encore forcément eu l'occasion d'être cités sur un média. On n'est pas les seuls à le faire, hein. Je pense notamment au Rap en Mieux qui le fait souvent sur sa chaîne Twitch et qui écoute des choses en avant-première, mais mine de rien il n'y a pas 10 000 espaces et j'en veux pas aux médias non plus, parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui d'avoir une économie médiatique et d'intéresser les gens, que quand tu parles pas des gros noms, les gens cliquent pas. Et souvent, on le voit parfois sur Twitter où c'est le pire en termes de débat, tout ce que tu veux. Souvent quand ils mettent en avant des jeunes artistes, c'est qui lui ? C'est qui lui ? Bien sûr, mais moi de toute façon après au bout d'un moment il faut plus lire les commentaires, parce que moi vraiment des fois j'ai aussi bien mais t'invites que des gens qu'on connaît pas, que t'invites que des gros. Oui. Donc en fait, je dis, mais mettez-vous d'accord. La ligne de crête est compliquée. Voilà, mais c'est vrai que, mine de rien, en tout cas, nous, on a cette chance-là. Et c'est même, parce qu'on parlait de la pression des labels ou quoi, la pression d'Apple Music, elle est inexistante. Mais ça, c'est un luxe. C'est pour ça que c'était un peu une petite bulle ces 3 années où vraiment on n'avait aucune pression et une totale confiance qui nous a été donnée. Donc ça, c'était vraiment fou quand même. Ouais, et puis c'est cool, effectivement, même sur les coups de cœur, il y a effectivement aussi beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui téléphonent d'une fois en me disant j'ai découvert un tel. J'ai l'impression que c'est aussi une rubrique qui a beaucoup marqué les gens, cette partie-là. Et je pense qu'il y a plein de gens qui disent ça pourrait être plus long. C'est souvent un truc qu'on prend pas le temps vraiment de le faire. C'est clair. Il y a des gens qui aiment bien ça et qui, parce que on leur fait pas découvrir Damso, auditeurs de rap, quoi. Mais ce qui est bien aussi, je pense, pour rejoindre tout ça et sur la pression et les recommandations, tout ça, c'est qu'on est 3 individualités avec 3 façons de découvrir la musique différentes aussi, 3 façons de travailler aussi, des visions, des goûts différents. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce moment-là où on se réunit, on met en commun, et des fois il y a des trucs où on se rejoint parce que c'est un peu une évidence. Et je pense que ça, c'est assez riche. Complètement, ouais. Et du coup, comment tu fais pour découvrir autant d'artistes? Ma vie a commencé sur Internet à l'âge de 7-8 ans. J'ai été sur un ordi comme ça, j'étais sur MySpace et j'ai découvert le monde de cette manière et ça n'a pas changé en fait. Je passe ma vie vraiment connectée et de manière un peu maladive. Hein. J'essaie de m'en éloigner. Mais ouais, je passais énormément de temps à regarder tout ce qui se passe. Et après, comme je l'avais déjà dit, une fois que tu as un pied dedans, ça va très vite. Il suffit de voir toutes les filiations, c'est tentaculaire. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur un profil et que tu vas dire, parce que tu en écoutes beaucoup comme nous tous, mais des fois je trouve dans la multitude de propositions, des fois c'est même compliqué de se dire est-ce que ça me plaît ou pas. Ouais. Tu vois, moi en fait j'ai une appétence pour tout ce qui est un peu étrange. Pour moi c'est tout ce qui va sonner un peu bizarre, différent. Ça me plaît beaucoup parce que je me dis forcément, en fait il y a un chemin où plus tu vas avoir une audience, plus tu vas te lisser. C'est obligatoire, j'ai l'impression. Donc, dans tout, pas que dans la musique. Dans absolument tout. Donc en fait, si je découvre un mec qui commence avec une proposition hyper chelou, je me dis, ok. Même dans quelques années, quand ça va un peu se lisser, quand ça va un peu même se peaufiner, ça restera un produit différent des autres et c'est ça qui m'intéresse, la personnalité des gens, le truc un peu le pas de côté et tout. Moi j'aime beaucoup, je viens aussi de cette école-là, j'ai commencé à écouter du rap avec la scène alternative, donc j'aime ces mélanges aussi de rap, musique électronique et mélange des genres. Donc s'il y a ça en général, ça va me plaire, quoi. Là où toi plutôt tu t'arrêtes plutôt quand t'as un mec à des cheveux et un catogan, c'est plutôt ça. C'est un peu ça, ouais. Et qui t'aimes pas les rappeurs chauves, toi, en fait. Je me rends compte. T'as un vrai problème. Non, j'ai parlé quand même de Furax et Sierra il y a pas très longtemps. Qui sont tous les deux. Qui sont bien tous les deux des belles boules de billard, comme on dit, tu vois. Non, donc vraiment. C'est vrai. Alors on a eu pas mal de questions sur les coulisses de l'émission, comment l'émission est faite. Notamment Alexis qui nous dit pouvez-vous nous parler des coulisses. Et il y a une autre question aussi de Pooms.sch qui nous demande comment vous structurez votre argumentaire sur un artiste / album. Peut-être que c'est un peu le point de départ des coulisses, donc c'est plus vous en l'occurrence. Comment vous faites? Quelle est votre manière de travailler? Parce que moi souvent on m'a déjà demandé comment vous faites pour préparer. Alors moi on m'a demandé de me préparer une interview, comment vous faites pour écouter un album.
Comment vous faites du coup? Moi, c'est toujours la même méthode depuis que j'ai écrit mes chroniques pour l'ABCDR du son il y a déjà une quinzaine d'années de ça. Hein. C'est plusieurs écoutes, une écoute globale pour avoir une espèce de ressenti ne mentez général. Pas. Vous écoutez combien de fois un album avant de venir dans le Code Review? Franchement, c'est la fin, vous pouvez dire la vérité. Moi, je dis 4-5 fois. Ouais, pareil. Quand même. Ouais, pareil. C'est beaucoup. Hein. Moi, 4-5 fois, ouais. Voilà, première écoute un peu sur le sentiment global, et puis après, m'arrêter sur certains trucs, les textes, les instrus, l'interprétation aussi, c'est-à-dire le flow, les cadences, l'intensité que peut avoir l'artiste. Et puis après, une dernière réécoute globale. En fait, à chaque fois, je prends des notes. Je prends constamment des notes. Et depuis ces notes-là, j'essaye de construire une sorte d'argumentation. Comme une chronique, en fait. Ouais, exactement. T'as pas de tableau de critères. Non, j'ai pas de tableau de critères, mais après j'essaie. Flow, lyrics. non, je ne fais pas des notations comme ça. Non. Par contre, j'essaie de trouver des lignes directrices sur chaque disque, en tout cas de perception. Et ça, je pense que c'est très intéressant du coup aussi d'en parler, parce que souvent, globalement, sur l'exercice de la critique musicale, beaucoup de gens vont dire vous n'êtes pas objectif ou ce genre de choses. Ou voilà. C'est un grand, bien sûr. Voilà. En fait, du coup, c'est l'occasion, je pense, qu'on en discute de ça, c'est que l'objectivité n'existe pas quand on parle d'art. C'est des questions de perception. C'est pas des mathématiques. Exactement. On peut être... le rap c'est des mathématiques. Qui a dit ça? Fidjicid, Butter Bullets à l'époque. Voilà, bravo. Ouais, j'avais juste envie de... Bravo. L'épisode le plus long du Code à ce jour. Oui, bah oui. Et le plus... bref, ça c'est un autre débat. Et donc, c'est vrai que t'as jamais aimé toi Butter Bullets, Fidjicid? J'adore. Avec parcimonie. En fait, j'adore les personnalités, mais c'est vrai que musicalement, j'ai... t'as le droit. Voilà. Même lui serait tout à fait... voilà. Bref, je dérive. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'objectivité, ça n'existe pas. C'est des questions de perception, mais l'honnêteté intellectuelle, oui. Donc on peut aussi reconnaître qu'on a des biais et que je pense que ça, c'est très intéressant. C'est hyper important. Mais ce truc de... soyez objectif, soyez critique. Et en fait, c'est la nature même du mot en français de critique. Les gens pensent que la critique culturelle, c'est le fait de critiquer, c'est-à-dire vraiment de surligner les choses négatives. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot chronique en français ou le mot review. Le code review, ça tombe bien, en anglais, parce que précisément c'est ça, c'est de faire de l'analyse, c'est de mettre en perspective, d'essayer de comprendre l'intention de l'auteur, comment le public le perçoit, qui peut être différent de notre perception à nous, qu'est-ce que ça dit de cette œuvre et de cet artiste dans le genre plus global, dans l'actualité de ce genre-là. Donc pour moi, c'est toutes ces questions-là qui sont à prendre en ligne de compte. Et donc du coup, je reviens à cette question initiale de comment on fait. C'est une fois que en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Une fois que j'ai écouté l'œuvre, que j'ai écrit un peu mon ressenti et mon analyse, c'est aussi de prendre toutes ces questions-là pour essayer d'avoir justement une critique qui soit, je dirais, au moins impartiale ou qui soit honnête par rapport à ma perception à moi. Voilà. J'ai à peu près la même méthode. J'ai une première écoute passive que je vais laisser chez moi en faisant plein de choses, et je vais essayer de pas trop focaliser sur ce qui se passe pour justement, s'il y a des trucs qui me tapent à l'œil, voilà, ça me sautera aux yeux. Et ensuite, je prends beaucoup de notes. Pareil, j'ai des gros carnets où j'écris plein de choses. Et ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce que je retiens? Après ces 4-5 écoutes, qu'est-ce que je retiens? Et est-ce que quelque chose m'a particulièrement touchée? Il y a aussi... Pour compléter ce que disait Raph, moi j'adore l'exercice de la critique, je la trouve très importante, et je pense aussi que c'est un peu faux de penser qu'une critique doit être objective. C'est aussi hyper intéressant d'avoir la subjectivité de quelqu'un, parce que chacun d'entre nous, on est composé de plein de choses différentes, et en fait faire parler notre identité à travers une critique, c'est hyper important, parce que c'est comme ça qu'on consomme l'art, parce que peu importe d'où tu viens, qui tu es, ta sensibilité, tu vas apprécier une œuvre d'une manière différente. Et donc moi, c'est quelque chose aussi que j'essaie de faire transparaître quand je parle d'une œuvre, c'est ma sensibilité, parce qu'aussi on a une synergie tous les trois où chacun va avoir un regard différent. J'ai un espace pour donner ma subjectivité. Je pense qu'il faut le faire aussi. Il ne faut pas se dire qu'il faut absolument gommer sa personnalité pour savoir bien parler d'une œuvre, au contraire. Ouais, bien sûr. Je vous rejoins complètement, et je te rejoins aussi sur le côté, je vous rejoins du coup sur le côté écoute passive. Je pense que c'est aussi important. Moi, parfois, j'ai... quand que ce soit le code review ou des interviews, parfois je prépare des interviews en étant beaucoup trop concentré. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que l'artiste dit, et du coup de quoi je vais lui parler, il faut que j'ai une interview, quoi. Il me faut quelque chose, il faut des questions. Donc t'es là, et je me souviens vraiment que l'album Réfé de Ninho, qui est mon album préféré de Ninho, j'ai déjà dit, et je sais que ça fait, tout le monde n'est pas d'accord, mais peu importe, moi c'est ma subjectivité pour le coup, et j'adore cet album de Ninho, vraiment. Et je me souviens vraiment que je suis tellement concentré et j'arrive pas à choper un truc, tu vois, une punchline, parce que Ninho, il a une écriture qui est différente, tu vois, et en fait je capte pas l'album et je l'aime pas.
Et je me dis vraiment, putain, en plus, on prépare une grosse interview en extérieur. Et je me dis, bon, on va faire l'interview, c'est Nino. Mais je suis pas dedans, quoi. J'aime pas cet album. Il est raté, je crois. Et en fait, il a fallu que je l'écoute justement de manière passive, en vivant avec, et c'est là où j'ai capté le mood de l'album, tu vois. Ouais, parce que vraiment, cet album, c'est plus un mood board. Exactement, c'est vraiment un mood, il n'y a pas de feat, il raconte un peu ses Nino au sommet, désabusés, et il a fallu que je l'écoute comme ça pour comprendre, et pour que ça devienne en plus mon album préféré Nino. Et avec une écoute purement... tu vois, trop scolaire. En fait, ce que je fais la plupart du temps, quand je prépare une interview, je captais pas l'album, tu vois. Donc, c'est aussi important de parce que c'est ça, en fait, t'as mis le mot exact. On parle beaucoup de culture ces dernières années, pour la culture. On parle pas assez d'art. La musique, c'est de l'art. C'est des sensations, ces émotions. C'est pas que des mathématiques, justement. C'est pas que des comment ils placent, etc. Non. Et c'est pour ça aussi que plein de gens dans le rap n'ont jamais compris des artistes comme Jules ou PNL. Ce que je peux entendre aussi par rapport à leur grille de lecture. Mais c'est aussi pour ça, en fait, que ces artistes-là, en fait, ont réussi à toucher les gens. C'est parce ils ont une manière de faire de l'art qui joue sur l'émotion, qui joue sur autre chose, sur une autre manière d'appréhender cette musique. Et donc, c'est hyper important aussi de s'écouter et d'écouter quelle émotion ça me procure, tu vois, et d'essayer de la comprendre et d'essayer de la restituer avec les bons mots. C'est ça aussi qui est compliqué. C'est que je pense qu'on peut assez bien restituer avec des mots ce qu'on voit. On est une espèce qui est très visuelle, en fait. On est dans une société de l'image, tout ça, ça explique tout ça. Le son, c'est plus compliqué de mettre les bons mots parfois. Et c'est ça notre vrai boulot, c'est de mettre les bons mots sur ce qu'on entend. Tout à fait. Et pour revenir sur cette question, effectivement, de la critique qui est très importante, et on reproche beaucoup aux médias rap de ne pas assez critiquer négativement les artistes, et on nous le reproche beaucoup, nous, dans les commentaires du Code Review, quand on a l'air d'être positif sur un album qu'une partie du public n'a pas envie d'aimer, on nous le reproche. Et même, c'est fou, même sur des albums, des fois, il y a un problème de compréhension. J'ai l'impression, alors soit on n'est pas assez clair, ce qui est possible, soit on nous écoute pas vraiment, ou alors on écoute juste le moment qui va passer sur les réseaux. Mais, parce que moi, par exemple, j'ai vraiment Moi, effectivement, j'ai plutôt aimé l'album de Damso. Je l'ai dit, tout en ayant des bémols. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais c'est pas vrai, mais tu mens !» En fait, j'aime 5-6 morceaux de l'album. C'est plutôt pas mal, en fait, tu vois. Et inversement, on me dit « Mais vous êtes beaucoup trop dur avec l'album d'Hamza. » Mais on dit qu'on l'a aimé. Bah oui, c'est ça. Je dis juste qu'il y a un bémol, c'est que pour moi, peut-être qu'il a pas exploré quelque chose de nouveau, mais c'est pas grave. Tu vois. Et en fait, il y a vraiment un truc où parfois, soit, quand tu ne dis pas exactement... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de conforter dans un avis, plutôt que de si on n'est pas d'accord. Et en fait, souvent, on n'est pas si éloigné que ça en plus, et c'est pas grave. Et j'en avais parlé dans une interview que j'ai faite avec Get Busy, je salue Cher et Musul, sur cette question de vous ne critiquez pas les artistes. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on fait de la critique toutes les 2 semaines dans cette émission. Et on fait de la critique. Par contre, on ne dit pas c'est de la merde, comme on dit rarement, ça nous arrive, mais on dit rarement c'est génial. En fait, on essaye de faire autre chose. C'est l'art de la nuance, en fait. Exactement. Sinon, et en fait, ça prend 3 minutes et on se met sur Twitter et on fait des tweets. Voilà. C'est tout, tu vois, mais et c'est aussi quelque chose qui est plus compliqué à défendre, cette histoire de nuance, justement, aujourd'hui. Et j'ai l'impression que par rapport à une autre époque où nous, on en faisait déjà, par exemple, sur No Fun, etc., on nous demande d'être beaucoup plus tranché, voire véhément, qu'à une époque. Comme peut-être qu'il y a un truc, sans faire le vieux con, qui a changé dans l'air du temps, dans le Zeitgeist, peut-être. Mais tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, qui est pas l'allemand qui débarque là-bas. qui est un peu différent, tu vois. D'accord. Mais c'est l'air du temps. Pour le coup, c'est vraiment ça. On vit dans une époque où il faut être radical, il faut avoir des idées arrêtées sur tout, et quitte à ce que ce soit bête, parce qu'au final, comment un album peut être un 10 sur 10 ou un 0 sur 10 ? Il y a de la nuance, forcément. Puis on est là pour en parler. Et surtout, prenez ce qu'on dit pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est qui on est, on a notre expérience, on a notre savoir qu'on peut apporter. On peut apporter des clés, peut-être à certains auditeurs qui ne les ont pas. Mais c'est tout. C'est tout. En fait, on n'arrive pas avec une science et nous sommes les juges du rap. Non, on donne notre avis. Et en fait, faites-en ce que vous voulez. On peut vous amener sur des pistes. C'est des clés de lecture, en fait. Des clés de lecture. On va ouvrir peut-être des portes et peut-être que vous n'allez pas du tout capter la même chose que nous. Et c'est OK. Et c'est pas grave. Voilà. Exactement. Et peut-être aussi... Pardon, on est un peu long, mais sur la partie coulisses, ça, c'est la préparation. Il faut aussi citer notre creative producer, l'équivalent, je pense, du rédacteur en chef, c'est Giran Fall, qui travaille sur le conducteur et qui prépare l'émission avec nous, qui la structure. Et puis, évidemment, l'équipe technique, que vous ne voyez pas, parce que c'est malheureusement, j'ai pas de caméra, pas vous filmer. Nous, on est sur devant de la scène, entre guillemets. Mais quand tu commences à faire de la vidéo, moi, j'ai commencé en 2014, et en fait, je ne me rendais pas compte de tout ça. Tu vois, de tout l'aspect. Et donc, tu crois que tu allumes une caméra. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec
Benjamin était déjà là, enfin, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, enfin bref. Et en fait, c'est là où j'ai appris à faire moi je sais rien faire à part parler dans un micro, mais tous les aspects de la vidéo, de la lumière, le son. En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ne serait-ce que pour transformer ce studio, qui est le studio où on fait les interviews, pour le code review, ça prend du temps. Donc les équipes arrivent... je sais pas, 2 heures avant, je vais pas dire de bêtises, quelque chose comme ça, pour vraiment tout mettre en place. Donc, c'est du travail. C'est une émission en plus qui est particulièrement belle esthétiquement. C'est vrai. Et c'est aussi la force du truc. Je pense qu'il y a des années, on n'aurait pas imaginé avoir une émission où on est 3 cons à parler de rap et que ce soit aussi joli avec autant de caméras pour nous mettre en valeur et tout. Donc, c'est clair. C'est une chance. C'est clair. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur ton glow et ta beauté. Bah écoute. Voilà. Suivez-moi. Je sais pas quoi vous dire. Voyez-moi la skincare routine. Ouais, j'espère. Beaucoup de questions aussi sur tes cheveux. Bah oui. Mais c'est très peu de remarques sur moi. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, chacun sa place. Je suis un numéro 6 besogneux, moi. Tu vois, je vous laisse briller. Bon, il y a d'autres questions qu'on va peut-être quand même prendre. Parce que les gens ont joué le jeu. Question de Milan VRN qui dit: est-ce qu'il y a un décalage entre un auditeur qui découvre le rap en 2000 ou en 2020 ? Bah, nécessairement oui. C'est des questions de génération, des questions encore une fois, de grille de lecture. On parlait de subjectivité, c'est ça. Il a un autre état d'esprit culturel pour plein de raisons, autre que la musique pure, hein, qui le nourrisse lui, qui lui donne une grille de lecture du monde. Donc oui, et tant mieux en fait. Tant mieux, et je dirais quand même, quand tu as commencé à écouter du rap en 2000, il y avait un côté un peu plus sulfureux dans le fait d'écouter du rap aussi. C'était moins la mode. C'était moins la mode, et puis c'était vraiment une forme d'art qui est en train de naître, et c'était pas autant partout comme aujourd'hui, donc forcément l'accès à la musique était différent aussi. Même si Internet commençait, mais je veux dire c'était plus compliqué. Donc, et même quand tu n'habitais pas dans une grande ville, avoir un CD, c'était vraiment, sans faire Cosette, parce qu'on n'était pas malheureux. Mais moi j'habitais dans l'Oise. C'était trop jouissif de découvrir de la musique. Mais oui, forcément c'est différent, puis c'est pas les mêmes rêves. Mais comme tu sais, il dit 2000 comme si c'était à l'ancienne, mais je veux dire, il y a un auditeur entre un mec qui découvre le rap en 2000 et quelqu'un qui le découvre en 84. Bien sûr. C'est ça aussi. C'est-à-dire que nous, enfin moi en tout cas, et Raph, on est de la même année. Sandra, on va pas te vieillir, mais je veux dire, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'avais pas l'impression d'être un pionnier. Non. Il y avait déjà des trucs. En fait, bien sûr, s'il parle de 2000, mais 2000, c'est comme quand je vois des gens qui disent ouais, moi j'écoute pas trop Temps mort, c'est à l'ancienne. Tu vois, alors, pour moi, c'est pas à l'ancienne du tout, tu vois. Mais donc, je veux dire, nous, on a commencé à une époque où c'est déjà quand même beaucoup plus simple pour les générations d'avant. J'ai écouté les premiers tubes de rap à la radio en 95, tu vois, quand c'était les premiers tubes de Solar, d'IAM, d'NTM ou même de Nas et des Loonies qui nous arrivaient, de Tupac. Donc, c'était déjà les premiers à passer au public. Exactement. Tu parles avec Driver, par exemple, qui est un peu plus âgé que nous. C'était déjà une autre manière d'accéder à la musique. C'était plus compliqué, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même presque 3 générations. D'auditeurs rap, on va dire, globalement. Ouais, peut-être même 4, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair, complètement. Une question de Thiago Zor. Est-ce que vous êtes encore excité par les sorties rap chaque semaine, et comment est-ce que vous consommez la musique d'une manière générale ? Je pense que c'est difficile dans nos métiers de continuer à rester justement excité par les sorties. Déjà parce qu'on reçoit les choses à l'avance, donc ça casse un truc, clairement. Après, je pense qu'il faut faire très attention à ça, de préserver sa passion, parce que depuis tout à l'heure, on parle de notre métier, mais à la base, notre métier, on l'a fait parce qu'on est des passionnés, et on n'a pas choisi ça comme une voie professionnelle. On a d'abord été vraiment buté par cette musique-là. Il faut absolument préserver ça et pas rentrer dans une course pour tout écouter. Je pense que c'est un piège. Dans tous les cas, on peut pas parler de tout. C'est pas nécessaire non plus de tout écouter, en vrai. Il faut rester curieux, je pense, en fait. Faut rester curieux. Voilà. Faut rester curieux. Faut pas aller évidemment que sur les trucs, vers les trucs qui nous intéressent, parce que sinon on va juste se répéter. Faut nourrir ça, mais pas non plus rentrer dans une dynamique où ça devient tu pointes le matin, t'écoutes tes 4 albums, et je pense que c'est compliqué de survivre comme ça. Je pense que l'équilibre, c'est ça, c'est garder une forme de curiosité, parce que si on aime l'art, la musique de manière générale, on s'intéresse à toutes les sensibilités de rap qui peuvent exister, comme à d'autres musiques aussi d'ailleurs, hein. Je pense que tous les 3 on écoute d'autres genres musicaux à côté de notre temps d'écoute du rap, et puis aussi être finalement lucide avec ce qu'on préfère, c'est-à-dire que professionnellement on peut s'intéresser. Je pense que la curiosité nous amène à ça, parce que comme tu disais, on en a fait notre métier, mais à la base c'est notre passion. Et puis en fait c'est juste être lucide aussi sur ce qu'on aime bien, et aussi partager des choses qu'on aime. C'est pour ça que j'ai pris plaisir moi à écouter des albums de jeunes artistes par exemple, sur lesquels je serais peut-être pas allé spontanément.
pendant ces 3 saisons, et en même temps en coup de cœur toujours parler en fait des artistes qui sont un peu dans mon esthétique que je préfère quoi. Moi je reconnais que sur la partie excitation il y a quelque chose qui tombe. Alors vraiment pour le coup le rester curieux pour moi c'est un mantra dans la vie, c'est-à-dire que même je pense globalement c'est important sinon tu deviens un boomer raciste. Oui. Voilà. Donc globalement je pense que c'est toujours important de rester jeune en fait dans la tête, parce que c'est ça, quand t'es jeune t'es curieux, t'es un peu plus impressionnable, mais je dis pas ça de manière négative, au contraire. T'es moins dans tes certitudes, etc. Donc ça c'est un truc. Par contre c'est vrai que sur le côté frénésie de l'actualité rap, quelque chose que moi j'ai beaucoup alimenté, que j'ai beaucoup cherché, j'avoue que moi de manière très très personnelle j'arrive un peu au bout de quelque chose, d'où aussi peut-être mon envie de faire d'autres choses. Tu vois, je sens que chroniquer uniquement l'actualité rap, ce que je fais quand même quasiment tous les jours depuis 10 ans maintenant, 11 ans, ouais, 2014, depuis janvier 2014. Ouais, plus bon après ce qu'on faisait avant, mais c'était pas mon métier pour le coup. Là, c'est devenu mon métier, donc le fait quand ça devient ton métier, ça change fatalement quelque chose aussi. Donc c'est vrai que oui, je me rends compte aussi qu'il y a plein d'albums attendus que j'écoute pas ou que j'ai pas envie d'écouter ou que je vais le faire pour le travail, et c'est pas la faute des artistes, c'est pas une question de qualité, c'est vraiment une question de moi qui évolue, peut-être aussi une question d'âge, tu vois. Voilà, c'est une réalité, tu vois. Il y a un moment où il y a un décalage qui se crée entre un public qui est à la vingtaine et toi qui approche de la quarantaine. On a vécu un moment, on en parlait tout à l'heure en antenne aux Nuits Sonores, tous les deux, où on était invités par Grunt à une table ronde, et il y avait un DJ set après, et en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais quasiment aucun morceau qui était joué. Sandra évidemment connaissait tout et rappait avec la jeunesse lyonnaise. Et David Bola au platine qui était trop fort. C'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est des moments, et c'est pas grave. En fait, il faut aussi assumer ça. Je pense qu'à un moment, moi, il y a sûrement un moment où vers 2020-2021, je voulais absolument tout écouter, et là tu peux tomber, même parfois dans le jeunisme, mais peut-être que ça m'est arrivé. Peut-être que je me suis forcé à écouter des artistes ou à aimer des trucs qui me plaisaient pas tant que ça en réalité. Et là, en fait, je me rends compte que non, c'est important de se désengager de ça aussi, et d'être plus sincère aussi avec ce que toi tu veux faire, quoi. Totalement. C'est clair. Selon vous, y a-t-il eu un album game changer depuis 2023? Question de Thomas FRSTT, type Trinity LMF. Un album game changer depuis 2023. C'est une bonne question. On en a parlé un peu en off avant. Ouais. On en a vu un. Ouais. En particulier. Moi, j'en ai peut-être 2. Mais Théodora, peut-être. C'est peut-être un peu tôt. Trop tôt. Mais moi, je pense qu'on en parlera dans quelques années. J'en suis sûr même. On parlera d'elle, tu vois, dans tous les cas. Est-ce que cet album-là en particulier... Est-ce que cet album-là, je sais pas, parce que... Pour moi, c'est H24. Oui, mais... Tu vois, non, mais c'est la mixtape. Pardon, c'est plus grand que H24. Ah, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais t'as raison, en plus. Mais c'est un truc genre... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc générationnel, et elle va faire plein de trucs. Elle va avoir une longue carrière. Peut-être dans une carrière, il y aura des choses qu'on aimera moins, etc. C'est normal. Hâte de voir ça. Pour moi, ce truc-là, game changer, c'est évidemment, on sait pas. Est-ce que ça va changer le game? Non, parce que tu vois, Trinity, à la limite, c'est vraiment l'album plus que l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Là, c'est vraiment une question d'œuvre. Ouais, c'est pour ça que LMF et Trinity, c'est des bons référents de qu'est-ce qui s'est passé. Après, quand tu vois déjà le nombre d'artistes qui vont sur du bouillon, c'est pas elle qui a inventé ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un avant, un après. Bien sûr, déjà il y a un côté, mais même, et c'est un peu tôt, mais pardon, mais la variété de ce qu'elle fait dans cet album, tu vois, il y a de la variété française, il y a bref, il y a plein de choses différentes. Donc, on verra. Mais effectivement, on en parlait un petit peu en off. Pour moi, il y en a 2 qui sont sortis au même moment. C'est 24 de La Fève et Bitume Caviar aussi de Isha et Limsa, pour des raisons différentes. Mais peut-être on peut parler de La Fève en premier. Parce que moi j'ai tellement écouté ce projet-là, mais au-delà de ma subjectivité du coup, c'est quand même un album qui synthétise bien les 3-4 années précédentes où justement il y a cette renaissance dans les scènes émergentes où on tente plein de choses, les jeunes artistes, ce qu'on appelle la new gen, la next gen, new wave, peu importe. Les jeunes cons, quoi. Les jeunes cons qui nous mettent le boomer est revenu, ça, il est là. Non mais voilà, ceux qui font des choses qu'on comprend pas tout de suite, qui testent des trucs. En 2019 à peu près, il commençait à se passer ce truc-là. Et La Fève était un peu une tête de proue de ce mouvement qui n'en était pas un, tu vois. Mais cet album, c'est le passage dans la cour des grands, on va dire, le fait de cristalliser un moment et en même temps devenir crédible, entre guillemets, aux yeux de tous. Et moi, je trouve que cet album, il dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ce retour aux sources
de la trappe originelle, alors réadaptée avec au goût du jour aussi sur certains aspects. Hein. Je trouve que ça dit aussi peut-être quelque chose de et après la trappe qui a dominé pendant 20 ans et qui a redessiné les codes du rap, il y a quoi en fait? Parce que là du coup, pour moi ça me fait un peu penser à ce qu'était un 995, l'entourage au moment où ils arrivent au début des années 2010, où ils remettent au goût du jour l'esthétique dite boom bap, un peu de ce rap un peu vintage à cette époque-là. Le nouveau truc à ce moment-là, c'était la trappe. C'est quoi le nouveau truc? Tu vois, c'est ça qui est intéressant maintenant. C'est maintenant que la trappe a redéfini plein de choses, que c'est devenu le maître étalon pendant des années, au moins 2 décennies. Ça va être quoi après? Et on sent parfois chez certains artistes que ça revient. Je pense à l'album de Skeufray par exemple, où il revient aussi à cette trappe très brute, très épurée. Mais voilà, c'est plus une marche en avant. C'est une remise au goût du jour. C'est quoi le nouveau truc? Et ça, c'est intéressant aussi à observer. C'est pour ça que je trouve qu'il l'incarne bien, la Fèf, parce que effectivement, c'était les jeunes cons qui arrivent et qui redéfinissent un peu les codes du rap. Et je trouve que là, il y a la passation générationnelle, il y a le regard vers ceux qui ont apporté tout ce que tu peux faire aujourd'hui dans le rap. Et c'était très bien amené. Et Jeune Morty, j'en parlais, c'est pareil, il fait la même chose avec des hommages évidents, tout en apportant une touche de vraiment propre à cette génération-là qui veut consommer la musique d'une manière différente. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une espèce d'union qu'il n'y avait pas avant et qui est très bien montrée avec 24 de la Fève. Et sur Bitume Caviar, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas un truc, parce qu'en plus l'album est très, très protéiforme sur le choix des prods, etc. Mais je trouve que ça dit quelque chose, peut-être enfin sur le rap français est prêt à mûrir. Ou en tout cas, il y a une génération d'artistes qui sont des trentenaires ou des quadras. Ouais, faire du rap de trentenaires, quadras. Tu parlais de jeunisme, tu vois, tout à l'heure. Là, il y a un truc assumé en fait, on peut complètement assumer ce truc-là de parler de nos parcours à un instant T. Et en plus d'avoir un public plutôt jeune. J'ai vu le dernier concert là, de Isha et Limsa, justement. C'était à la Philharmonie, c'était il y a quelques semaines là où on enregistre. Et précisément, en fait, c'était un public qui était plutôt jeune qui était là, et qui les écoutait et qui les porte. C'est-à-dire que ils ont réussi à tourner pendant, je sais pas, au moins 1 an et demi sur cet album. Ils achètent leur merch. Tu vois, le dernier album d'Isha qui est sorti, dont on a parlé, je pense qu'il arrive aussi peut-être à faire du physique, à vendre du merch. Et il y a toute une génération, on en parlait quand on parlait de Furax et Scylla. L'usine, enfin tu vois, il y a tout un truc, vraiment je pense que là il y a un truc qui joue. Je suis d'accord avec toi, ouais. Voilà. Pour moi ça c'est très vrai, c'est très prégnant et on le sent en fait, avec des artistes qui l'assument. Parce qu'il y a un moment où les artistes qui arrivent à un certain âge, et je le comprends, ils avaient un peu ce truc là de comment je fais pour parler encore aux jeunes. Et là en fait ces artistes là ne réfléchissent pas comme ça et réussissent à parler aux jeunes. Et c'est je pense quelque chose qui a changé pour moi c'est pour ça que c'est un game changer effectivement, c'est parce que il n'y a pas de consensus, ils ne vont pas essayer de faire de la musique qui va fonctionner. L'association et l'alchimie de 2 rappeurs aussi que on n'associait pas jusqu'à présent. C'est 2 parcours très différents. Et voilà, justement, le fait d'avoir un parti pris radical sur une esthétique de rap, sans concession, et finalement que tout le monde se prend, et surtout le fait de faire vieillir un album aussi bien, aussi longtemps, c'est quand même, je pense qu'on en parlait récemment aussi, il y a plein de rappeurs qui prennent un peu exemple sur Isha, sur Limsa, et sur cette forme-là d'album, je pense que ça va rester dans le temps quand même. Question de Brabs. Si vous pouviez n'écouter qu'un seul album de rap pour le reste de votre vie. Facile. Enter the Wu-Tang 36 Chambers, du premier album du Wu-Tang. Je pourrais l'écouter toute ma vie, cet album. C'est celui-là que tu gardes. Sur une île déserte, du coup, c'est ça le truc. Sur une île déserte, je veux. En Timberland, je vais écouter la Mystery of Chessboxing. Voilà. 10 mecs qui me font des rêves de geek en rappant des kilomètres. Paul Dirty Bastard qui fait des rimes sur Jean-Jacques Cousteau. Eh ouais. Cousteau could never get this slow. Eh ouais. Et là, mon salaud. C'est moi, c'est mon lore. Voilà, au top, c'est celui-là. Très bien. Parce que toi, t'en as. C'est très compliqué. Évidemment, c'est super celui dur. que tu vas dire là sera peut-être. Alors lui, je pense que tu changeras pas. Moi, je sais aussi. J'aurais pu citer un album d'Outkast aussi, mais là, comme ça, moi, c'est Jusqu'à l'amour des sages poètes de la rue. S'il devait en rester qu'un, en tout cas en français, c'est celui-là. Je m'étais prêté. Il est long en plus. Ouais, je m'étais prêté à l'exercice pour Mosaïque en choisissant mes 5 indispensables. Et franchement, avec le recul, je suis trop fière de cette liste. Dedans, il y a Contenu sous pression de Carlito. Et en fait, c'est un album dont j'arrive pas à me lasser. Il y a une piste instrumentale, le dernier morceau, Contenu sous pression, je crois. Je peux l'écouter en boucle. C'est très citadin, c'est quand même très bon. Faut que le choix, c'est l'album que j'écoute pas sur une île déserte du coup, ou alors voilà. Mais toi, je te vois pas finir sur une île déserte. Non.
Non. Moi, c'est le béton. Ouais, dans un gymnase. Un city-stade vide. C'est là-bas que il y a le gardien là-bas. Quand il y aura l'apocalypse, toi, tu seras là-bas. Ouais, grave. Ouais, j'aime beaucoup cet album parce qu'il y a l'observation du monde, de la vie quotidienne que j'adore. Il y a des refrains, il y a de la musique parfaitement menée par DJ Mehdi. Il y a des espèces de proverbes, des haïkus comme ça. Des phrases courtes tu réfléchis pendant... Tu vois, voilà, je réfléchirais sur mon banc comme ça. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Voilà. Carlito. Bravo. Je porte les cuirs comme les souvenirs. On se la joue artiste parce que la vie c'est compliqué. Oui, moi aussi je l'ai écouté, vous n'allez pas m'emmerder. Question intéressante. Si vous deviez, question de max.dct, je les cite quand même. Si vous deviez choisir un rappeur ou une rappeuse, du coup, qui vous ressemble le plus, ça serait qui? Peut-être quelqu'un qui m'a particulièrement touché, tu vois. Ouais, je pense, ou dont tu te sens proche, peut-être en termes de rêve, tu vois. Isha. Ouais, j'allais dire pareil. Et en fait, d'un côté, c'est quand même très présomptueux de dire je me sens proche et tout. Vois, mais ça, moi, c'est tout le monde, n'importe quel auditeur auditrice, tu t'identifies ou pas. Moi, c'est la vision qu'il a des choses qu'il vit, la manière de le retranscrire. Il y a beaucoup de lourdeur et en même temps, on souffre tellement de ce qu'on a vécu qu'il vaut mieux le dire de manière rigolote. Et en fait, j'aime toujours ce contre-pied avec Isha. Et moi, je me reconnais grave dans sa manière de raconter ce qu'il a vécu. Ouais. Bah, j'aurais pu dire Isha, mais moi, je pense que je citerais Samir Hamad. Pour tous ses rêves, notamment au cinéma et au rap. Il y a toujours... Enfin, je pense que si je savais écrire des morceaux de rap, j'aimerais bien écrire comme lui. Tu vois, c'est-à-dire réussir à placer toujours plein de rêves, sans que ce soit en mode m'as-tu vu, mais toujours assez élégant. Enfin, et j'adore surtout toutes les rêves qu'il a, genre c'est son, enfin pas toutes, mais beaucoup sont les miennes. Donc je pense que je citerai Samir Hamad. Peut-être alors il y a une question aussi, il y en a deux qui se ressemblent un peu, mais une question de Stevie.dbk. D'ailleurs, je reconnais son nom, il est souvent très présent. Est-ce qu'à votre avis, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'à votre avis la critique musicale a encore un poids aujourd'hui? Et plus largement, en fait, on peut élargir ça. Est-ce que vous pensez que la curation musicale, en fait, est-ce qu'on sert encore à quelque chose? Ouais, alors la curation et la critique, c'est deux choses différentes. Mais moi, j'essaie d'essayer d'élargir, parce que la critique, on a un peu parlé, mais tu peux répondre en deux temps, bien sûr. Mais est-ce que tout ça, en fait, quel est le sens de tout ça? Quel est le sens? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on parle dans un micro? Dans un monde où ChatGPT est plus intéressant que vous quand je parle avec lui, je vous le dis, je passe des meilleurs moments avec lui. Donc, est-ce que tout ça a encore du sens? Je vais citer un confrère à nous qui s'appelle Olivier Lam, qui est un grand critique musical, notamment pour Libération, qui a dit un jour, c'était sur Twitter, la critique n'est pas parallèle à l'actualité de la culture, elle est l'actualité de la culture, la seule vraie discipline journalistique qui rende compte de ce qu'elle fait et en temps réel. Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que t'allais rechercher le tweet, hein. Non, je l'avais noté, je l'avais gardé dans mes notes parce que ça m'avait marqué ce qu'il avait écrit. En fait, s'il n'y avait pas la critique musicale, c'est comme si en journalisme sportif, on se contentait de donner les résultats. Bon bah voilà, il y a eu un match, il y a eu 2-0. Oui. Et on dit quoi après? Sur le style de jeu, sur tu vois, sur les méthodes des entraîneurs. En fait, il y a aussi une beauté dans la production de l'esprit humain, et en fait même dans le sport il y a ça, c'est-à-dire quel jeu tu pratiques, quelle est ta philosophie de jeu, et pour moi c'est ça aussi, le journalisme culturel et surtout la critique culturelle, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on dit de tout ça en fait. Ok, d'accord, il a rempli le Stade de France en faisant 97 000 places, mais ça dit quoi en fait de sa musique? Pourquoi ça résonne autant chez les gens, tu vois? Et l'art est fait pour qu'on en parle, pour qu'on ressente des choses, pour qu'on partage, que ce soit une émotion, un mot, une expression, un discours. C'est fait pour ça, ça doit rester vivant. Et s'il n'y a plus de critique, il n'y a plus de vie. On produit de la musique. Maintenant, ce sera les prods de Timbaland qui se retrouvent dans des logiciels IA et on se contente de ça. C'est horrible d'imaginer les choses comme ça. Et surtout dans le rap qui est la meilleure expression du peuple. On est obligé d'en parler. Moi, je me pose des questions. Alors, sur la critique, déjà, je me dis dans quelle mesure ça a encore un impact, en fait. C'est-à-dire qu'on le fasse, que ça ait de l'intérêt. Moi, j'adore en consommer, entre guillemets. En vrai, ce qu'on fait là, on l'a fait, on se connaît depuis. On fait ça depuis 20 ans, tu vois, sur Internet, tu vois, on s'en parlait. Donc, en fait. Voilà, quoi. Moi, j'adore ça. J'adore le voir chez les autres, c'est-à-dire que je regarde, tu vois, si t'es le rap en mieux quand je vois le replay d'une première écoute, ça m'intéresse souvent, la plupart du temps je regarde lui ou d'autres, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je me demande dans quelle mesure tout ça a encore du sens, en fait, sans être trop pessimiste, mais dans un moment aussi où tout va très très vite. En fait, dans quelle mesure les gens sont encore vraiment intéressés
par le développement d'une pensée? Est-ce qu'ils sont pas plus intéressés par c'est quoi le prochain truc qui sort? Et c'est là où, ça rejoint un peu cette histoire de curation musicale, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait l'actualité, c'est ce qui compte, plutôt que ce qu'on en dit, tu vois. Et du coup, on a souvent eu des remarques comme ça, genre mais pourquoi vous parlez de lui comme si en fait, tu vois, on en faisait la promotion. En fait, c'est pas le but, c'est pas la nature de l'exercice. Il y a un peu cette confusion-là, et dans un monde, et bon, ici on est bien placé pour en parler, même si pour le coup, Apple Music est une plateforme qui met beaucoup en avant la curation humaine, toutes les playlists sont faites par des humains, mais on sait que c'est pas le cas partout, et que c'est pas forcément ce que les gens privilégient. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils adorent les algorithmes, ils adorent avoir un algo super bien poussé. Donc, alors, c'est pas de la critique musicale, bien sûr, mais c'est comme ça que beaucoup de gens découvrent de la musique. Et c'est aussi une partie de notre travail, de faire découvrir de la musique. Donc, moi, je me pose cette question-là, j'ai pas la réponse sur quel est l'avenir de tout ça, dans un monde où on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression que les gens sont tristes que les algorithmes prennent de plus en plus de place. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, il faut pas s'adapter à ce que les gens attendent. C'est à nous aussi, professionnels, d'imposer ce qu'on a envie de faire, d'imposer notre vision de la musique, de la critique et de l'art, et peu importe qui la consomme. Si ça intéressera toujours une poignée de gens qui seront passionnés comme nous et qui auront envie de creuser, et si ça intéresse moins de monde, c'est pas grave. C'est triste, je trouve. Je pense que nous aussi, on fait l'effort, et c'est pour ça que je parlais de la beauté de cette émission aussi, de proposer, d'esthétiser la critique musicale, parce qu'il y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres. Il y a toujours des articles longs, fouillés, mais nous, il y a une ambiance, on rigole entre nous, c'est bien amené, tout ça. Donc, il y a des formes qui seront différentes, mais si les gens ne veulent pas consommer de critiques, je trouve ça triste. Et voilà, après, il y a des publics différents dans le rap. Il y a des auditeurs qui consomment de la musique et il y a ceux qui creusent un peu. Il y a une très bonne vidéo de Écran Large, sur leur chaîne YouTube, qui parle justement de la mort de la critique ciné, enfin de la critique globalement, et ils expliquent pourquoi c'est potentiellement un gros problème. Je conseille à tout le monde d'aller regarder ça. Il y aura toujours des personnes aussi qui seront réfractaires à l'exercice de la critique en disant vous intellectualisez trop, c'est de la branlette, etc. Mais en fait, c'est pas pour vous, c'est pas grave en fait. Il y aura toujours, comme disait Sandra, il y aura toujours un certain nombre d'auditeurs que j'appelle les auditeurs actifs qui sont intéressés pour ça et qui voudront venir en débattre, parfois avec mauvaise foi. Des fois, je me chiffonne un peu dans les tu fais commentaires. J'aime bien aller à la bagarre parce que pour moi, c'est un exercice. Tu vois, ça fait partie aussi de la critique, tu vois, de débattre, tu vois, de travailler ta rhétorique. On fait aussi ça. Mais je veux dire, pour que les gens, sinon on fait ça entre nous. Bien sûr, voilà. C'est aussi pour avoir des retours, pour produire du débat. Et à partir du moment où il y a des propos et des arguments intelligents qui sont amenés, même si ça peut être négatif mais constructif, j'aime bien en fait aller discuter. Et en fait, on fait ça pour ces personnes-là en fait. Et si c'est la grande majorité il y a un mot qu'on a utilisé tout à l'heure qui est consomme. En fait, ils consomment la musique comme un produit sonore et pas comme un art. Et ben c'est pas pour eux et c'est pas grave. Voilà. Très bien. Peut-être une dernière question. Parce que ça fait un petit moment qu'on discute. Une question de Abelment. C'est génial. Joli. Si vous organisiez votre propre festival, quelles seraient vos 3 têtes d'affiche, tout style confondu? Peut-être qu'on peut en dire une chacun. En fait, c'est l'artiste. C'est ok. Non, j'en ai 2. Allez, on fait ce qu'on veut, c'est la dernière en fait. Je mets à Jeune Crack. Tout style confondu depuis le début de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. C'est quoi? Mais je précise la réponse, mais si, tu peux, bien sûr. Mais laisse-moi argumenter mon propos. Oui. Parce que moi, je partais sur Frank Ocean, tu vois, comme un con. Bah ouais, mais attention, j'arrive aussi. Okay. Parce que juste l'exercice du live, on en parle un peu en ce moment. C'est très décevant parfois. Moi, tu mets un jeune rappeur qui kiffe sur scène, qui a des interactions avec le public, qui rappe en vrai, ça me va très bien. Voilà. Une énergie type à Jeune Crack, toute cette écurie. De toute façon, j'irai au Grunt Festival. Globalement, ça va être ça, quoi. C'est ça. C'est le Grunt Festival. Il existe déjà. Voilà. Et je vais mélanger à ça. J'aurais dit Kate Ranada. Ah ouais. Pour juste la communion qui se fait plus tu étais à Bercy dans la ou pas? Non, j'ai raté ça. J'y étais, moi. C'était magnifique. Mais je l'ai vu quelques fois et la musique électronique quand c'est fait de cette manière-là. Waouh. Je suis d'accord. Ouais, on a eu la chance de le voir, on n'était pas ensemble, mais de le voir la même date, à Bercy. C'était vraiment, c'est intéressant comment il transforme l'accord au Arena en boîte de nuit en fait, à un moment. Et même pour la SoundCloud, c'est quand même une sacrée victoire. Moi, j'étais avec un ami à moi, Yanis, dont je crois que j'ai déjà cité son nom dans l'émission, qui m'a fait découvrir Ketrada à l'époque. Il y avait un côté un peu fierté, tu sais, aboutissement de quelque chose, de le voir remplir des salles comme ça, avec quelque chose d'assez simple. Je suis derrière les platines, un verre de vin, et c'était stylé, quoi. Donc ouais, c'était très bien. Toi, Raph? Allez, moi 3, Division. Parce que c'est un groupe qui m'accompagne depuis longtemps, un groupe de R&B de Toronto, et j'adore. Le nom de ton festival s'appellera
Timberland et soie. Timberland et peignoir. C'est ça. Voilà, je pense que c'est un peignoir en Timberland. Peignoir en c'est le nom d'un album. Hein. Bah oui. Parce que moi, clairement, c'est pas un festival avec une grosse scène et des alcooliers partout autour de la scène. Hein. On est d'accord. C'est une petite salle. Tu vois, ambiance feutrée. Hein. Voilà, c'est un festival qui dure un jour. C'est ça, exactement. 3 têtes d'affiche, on se régale. De 17h à 20h. Voilà. Tout se passe bien. Kendrick Lamar. Tu vois, plus les stades. Souffrance, quoi. Oui, j'ai non. Division, Kendrick Lamar et Souffrance. Et non. Qui le pauvre se demande ce qu'il fout là. Il est très heureux, mais il est en mode personne parle français, ça m'emmerde. En fait, il n'y a pas d'ambiance dans ce truc. Allez voir Souffrance en concert, mais non, il n'y aura pas Souffrance parce que là, j'ai décidé d'être très inter. On a parlé de rap français tout le temps. Ouais, là, je veux l'anglais, c'est mon autre lore, ça, le rap et le R&B américain. Et non, Brandy. Je veux une légende du R&B. Je veux Brandy. Je veux cette voix. J'ai hésité entre Brandy et Solange, mais ce sera Brandy. Voilà. Très bien. J'ai pas trop réfléchi à ça, moi, mais je pense que. Alors, il est pas toujours très bon en live, on le sait, mais je crois, et notamment à Coachella, c'était compliqué, mais j'aimerais bien un beau live de Frank Ocean. Mais c'est vrai que là, sa dernière apparition à Coachella n'a pas marqué les esprits. Hélas. Et je pense, je sais pas qui m'a vraiment marqué sur scène ces dernières années. Je sais pas, je pense que je me ferais un kiff en reformant un groupe, tu vois, de ma... Non, en vrai, moi, j'aimerais beaucoup, mais il le fera jamais, mais on a déjà un peu pareil ici, j'aimerais beaucoup quelque chose avec Fab, tu vois. Genre, mais évidemment, il a quitté le rap pour des raisons. Il y avait une question qui disait avec qui vous voudriez... manger, dîner. Moi je pense à Fab. Bah ouais, je pense. Ouais, exactement. J'aimerais trop pas pris parce que ça se ressemble. J'avais pas mobilisé les mêmes. Complètement. Mais quoi que c'est pas la même question, t'as raison. Et c'est vrai que je trouve que Fab, en fait, il y a un truc. Je pense qu'il a la dernière chose dont il a envie de parler, c'est de rap. Oui. Clairement. Mais moi, j'aurais envie de lui parler que de rap et de comment, tu vois, il a une discographie qui est parfaite. Il a 4 albums parfaits. Il est derrière plein d'artistes et il est vraiment parti. Vraiment. Il est vraiment parti. C'est le seul qui a fait ça. Sans le dire. Et Salif. Et pareil, Salif, tu vois que... Avec qui t'as déjà discuté aussi, avec qui j'ai déjà discuté, que j'ai interviewé, j'ai eu la chance d'interviewer à l'époque. Mais c'est plus, effectivement, plus qu'un festival, c'est plus ces gens-là, ces rencontres-là. Parce que il y a quand même un truc, le rap, on le sait, c'est quand même une sacrée maladie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est piqué, c'est très dur. C'est Nubi qui m'a dit ça aussi. Mais tout le monde, en fait. Il y a un truc vraiment qui est... Et donc, je pense, mais je veux pas parler à leur place, et je ne parle pas à leur place, mais j'ai du mal à croire qu'ils détestent viscéralement le rap, en fait. Donc, comment t'arrives à maîtriser cette passion, ce démon aussi qui peut en être un, parce que ça rend fou parfois. Le rap, c'est aussi c'est une passion, donc c'est quelque chose qui te fait vraiment passer par monts et par vaux, comme toutes les relations passionnelles. Et je suis assez fasciné, et je comprends moi quand quelqu'un dit je pars et qu'il revient, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de moments où t'en as marre, et tu dis j'en ai marre, c'est bon, je me casse, et sauf que 3 jours après, t'es en mode putain, qu'est-ce que j'ai fait, et donc je comprends, tu vois, mais eux, ils sont vraiment partis. Voilà. Nous aussi, on va vraiment partir. Comme Fab. Comme Fab. On va revenir quand même, on reste pas loin. Non, on reste pas loin, on sera jamais trop loin. Mais c'est la fin du code review. En tout cas, mais on sait jamais, peut-être que Apple Music va utiliser la marque et que d'autres personnes vont venir. Et qu'il y aura Jérémy Da Silva, Laura Lopez et Mahmoud. Qui viendront présenter cette émission et qui feront des effaces sur Danny Dan, et tu vois, ce serait trop bizarre. Non, sur les rappeurs, sur Mélo Philo, sur un autre rappeur de Montreuil et sur un autre belge qu'on connaît pas. Peut-être que ça va arriver. Et voilà, mais vraiment il faut que ce soit un Algérien et de luso-descendants, sinon ça marche pas. Non, évidemment. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe évidemment, merci à tout le monde, merci à Apple Music aussi d'avoir nous avoir permis quand même de faire cette émission-là, d'y avoir cru, nous avoir payé. C'est rare dans ce milieu. Bravo à vous. Et merci beaucoup à Sandra d'avoir accepté directement d'être dans cette aventure. Merci Raph, évidemment. Avec grand plaisir. Comme toujours. Merci tout le monde. Merci Apple. On se retrouve pas en fait, puisque du coup c'est fini. Je crois qu'au moment où ça sort, il y a encore un code qui sort. Et je vais vous dire, vous savez, c'est qui les 3 artistes avec qui je rêve de faire un festival? C'est Limsa Dolné, Jean Jass et Esprit Noir. Et c'est l'affiche du dernier code de la saison. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Raph, merci Sandra. Des bisous. Portez-vous bien. Salut. Et voilà. Bravo tout le monde. Bravo.